France Info. Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble, comme tous les matins, jusqu'à 9h avec vous, Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Bonjour à vous deux aussi, Guy Birenbaum et Gilles Bornstein. Notre invité ce matin est porte-parole PS aux législatives. Bonjour Luc Carvonas. Bonjour. Vous êtes candidat donc aux élections législatives dans le Val-de-Marne. Vous êtes qualifié au second tour et vous aurez en face de vous un candidat de la République En Marche. Une candidate. La campagne se termine ce soir. À minuit. Il en sera fini de cette très longue séquence électorale. Et cette campagne a connu un incident hier. Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à Paris, a été agressée sur un marché, ce qui a valu cette réaction, cette explication du Premier ministre Édouard Philippe. Les hommes qui expriment cette violence physique à l'égard de femmes qui sont à la fois plus petites et plus légères ne m'inspirent que du mépris. Dans une vieille démocratie comme la nôtre, ces scènes d'agression sont heureusement très rares, ce qui a valu à Nathalie Kosciusko-Morizet beaucoup de soutien et de sympathie. Je suppose que vous vous y associez. Bien sûr, dès la nouvelle, moi j'ai apporté mon soutien par un tweet, ça va de soi. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que ce pays où les élus de la République se font agresser ? La démocratie, sa respiration, c'est d'aller, et c'est ce que faisait NKM, vers les concitoyens, discuter avec eux. On est dans un dialogue. Malheureusement, moi je constate quand même que dans ce monde de plus en plus de défiance vis-à-vis de ce qu'on caractérise les élites, les journalistes, les politiques, eh bien on sent de la tension. Et cette tension, j'espère que dans les semaines à venir, elle ne va pas s'exacerber. Parce que vous faites un lien entre... disons les choses clairement, le discours du dégagisme que beaucoup de gens portent. Alors ça peut être à l'extrême gauche, ça peut être je fais un lien avec aussi peut-être d'une certaine manière à la République En Marche. Lien avec le discours de dégagisme, mais lien aussi avec ce qui se prépare à l'Assemblée nationale. Je voyais un sondage ce matin qui annonce 470 sièges. Si l'endroit pour la République En Marche. Si l'endroit même où la démocratie doit s'exprimer à 100%, le débat politique, s'il n'y a plus de débat à l'Assemblée nationale, parce qu'il y aura qu'un seul parti. Le débat, il va aller où alors ? Dans la rue ? Et cette tension, elle va s'exacerber ? Je ne le veux pas. Ceci dit, s'il y a, je ne sais pas, s'il y a s'il y a un groupe hégémonique à l'Assemblée nationale, ce sera d'abord le résultat du vote des citoyens, et puis aussi le résultat d'années de déception provoquées par ce que l'on pourrait qualifier de politique professionnelle. D'abord, je ne sais pas ce que c'est un politique professionnel. Quelqu'un qui a une longue carrière politique. Oui, mais vous parlez de démocratie, ce sont les électeurs qui choisissent si un politique fait une carrière longue ou pas. D'ailleurs, on s'en rend compte depuis dimanche dernier. Il y en a pour qui la carrière était costée. Moi, je constate surtout que depuis 10 ans, c'est l'analyse que je fais dans un premier temps entre le président Sarkozy qui avait été élu par un électorat de droite pour faire une politique de droite et qui pendant 5 ans a flirté avec l'extrême droite, et François Hollande, élu, j'y ai contribué par un peuple de gauche pour faire une politique de gauche et qui a perturbé profondément cet électorat avec la déchéance de nationalité sur laquelle j'étais contre. Et encore heureux, je suis binational français et grec, et sur la loi El Khomri, la loi travail, on peut comprendre que les deux électorats, sur un air nouveau qui n'en a rien en fait dans le fond, et de droite et de gauche, se disent pourquoi pas tenter cette nouvelle aventure. C'est la démocratie. Voilà l'explication peut-être du futur groupe hégémonique. Gilles Bornstein. Beaucoup de responsables politiques déplorent une espèce d'ingratitude dont feraient preuve selon eux les électeurs. Je vous propose qu'on écoute Jean-Frédéric Poisson, toujours député des Yvelines, mais archi devancé dimanche dernier par la République En Marche, Aurore Berger. C'est une forte incompréhension pour moi. Une forme d'humiliation aussi, très clairement, parce que j'ai passé des années au service de ce territoire, au service de ses habitants, de ses communes. Le fait que ce travail ne soit pas reconnu dans les urnes veut dire une forme d'ingratitude de la population que je ne comprends pas. Alors comme lui, vous êtes bien implanté dans votre circonscription. Vous aussi, vous avez été devancé, moins que lui, mais devancé quand même. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit ? Mais je suis arrivé, en tous les cas, devant de 5 points dans la ville dont je suis le maire. Y a-t-il de l'ingratitude ? C'est pas une question d'ingratitude. Je pense qu'on pâtit. Il faudra qu'on change. Quand on parle de changer le logiciel, moi, j'ai bien compris cela. Et c'est pour cela que j'essaye d'avoir désormais une parole libre. À force de vouloir, même quand on pensait qu'on n'allait pas dans le bon sens, venir sur les plateaux et pas forcément dire toujours jusqu'au bout ce qu'on avait en tête. Et parfois dire le contraire de ce qu'on pense. Parfois, ça peut arriver. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, il faut qu'on tire une leçon. Et c'est un deuxième enseignement que je tire. C'est que quand on s'engage en politique ou qu'on reçoit la confiance de nos électeurs, il faut faire fi de ce qu'on nous dit là-haut et ce qu'on nous prête dans les partis politiques, dans les directions nationales qui parfois sont déconnectées. Quand on est un élu de la République, on est libre et indépendant, et c'est ce que j'essaye d'être. Vous n'avez pas été assez ?
Je pense que j'ai été peut-être trop bon soldat et j'en pâtis aujourd'hui, j'en ai conscience. On ne peut jamais dire tout ce qu'on pense quand on a une parole publique. Parce que. Si, on peut. Écoutez, j'ai essayé. La responsabilité. Moi, j'ai essayé de le faire. Parfois... J'ai essayé de le faire, ce qui avait surpris beaucoup de mes amis quand Manuel Valls parlait de gauche irréconciliable. J'ai dit que ça n'existait pas. Sur le Burkini, j'avais été très clair. Vous voyez, il faut aujourd'hui, et c'est peut-être aussi pour cela que les Alfortvillais reconnaissent en moi ce langage de vérité et m'ont placé en tête. Mais il faut faire encore plus. Et moi, cet enseignement que je tire, c'est effectivement pouvoir dire les choses sans tergiverser, mais parler avec un langage de vérité, c'est ce qu'attendent les gens de nous. En tout cas, il y a une crise de confiance entre les responsables politiques et les citoyens, et peut-être que cet épisode des élections législatives, où on verra beaucoup de députés qui ne seront pas reconduits, permettra à chacun de réfléchir. La démocratie fait que demain, on aura très certainement une majorité écrasante de La République En Marche, de femmes et d'hommes qui, il y a encore 1 mois et demi, ne savaient pas qu'ils étaient candidats. Je pense qu'ils apporteront leur expérience professionnelle, mais diriger un pays, ça prend un peu de temps pour en comprendre quand même tous les mécanismes institutionnels. Oui. Et moi, ce que je crains, c'est que l'Assemblée nationale soit remplacée par la haute administration. C'était déjà beaucoup le cas jusqu'à présent, mais ça va être encore plus le cas, à mon avis. Vous avez tous été un moment jeunes députés, qu'on le veuille ou non. Donc là, il y aura plus de jeunes députés. Est-ce que c'est vraiment si grave, en fait, au final ? Non, c'est pas grave. J'ai bien été le plus jeune sénateur socialiste il y a 6 ans. Donc, et vous connaissiez pas grand-chose ? Parce qu'il faut vraiment passer par un parti pour connaître les rouages des institutions. J'étais quand même adjoint et puis maire, et j'avais été vice-président d'un département. Je connaissais quand même un peu les problématiques des territoires. Donc il faut se former à l'intérieur des territoires pour être un bon député. Je pense que quand on parle aujourd'hui de moralisation de la vie publique, il faut peut-être aussi intégrer qu'avant d'arriver aux plus hautes fonctions de la République, comme une formation professionnelle, parce que ça reste des choses extrêmement importantes et techniques aussi, de demander à ces futurs parlementaires d'avoir au moins un mandat, quel que soit le niveau, conseiller municipal, conseiller général, d'expérience d'élu local. Je pense que tout ça va manquer. Et encore une fois, celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Moi, je l'ai toujours dénoncé depuis des années, et je vais le redénoncer. C'est que, alors que c'est aux politiques de faire société, on nous vend, parce que c'est du marketing, le renouvellement, les têtes nouvelles. Mais quand vous regardez dans les cabinets ministériels qui se sont installés désormais, ce sont les mêmes que depuis 10 ou 15 ans, y compris dans la haute administration. Donc si c'est pour laisser les lois se faire fabriquer par quelques-uns ailleurs, comme va le demander Édouard Philippe, dans cette grande majorité, il va leur dire vous êtes gentils, vous allez attendre votre expérience, c'est pour plus tard, donnez-moi les moyens de légiférer par ordonnance. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie ? Le Code du travail qui, évidemment, parle de sécurité de l'emploi et de formation professionnelle, mais pas que. C'est le travail le dimanche, c'est la laïcité dans le travail, c'est des questions de société qui doivent être débattues par le Parlement. Et on y vient dans 1 minute. Il est 8h40, l'essentiel tient en 1 minute avec vous, Victor Mattei. L'affaire Grégory, la mort d'un enfant de 4 ans en 1984, pas encore résolue, mais l'on se rapproche de la vérité. Les mots hier du procureur général de Dijon. Et ce matin, le grand-oncle et la grande-tante de l'enfant sont déférés au parquet. Ils vont être présentés à un juge en vue d'une possible mise en examen. Faire pression sur PSA et Renault pour qu'ils augmentent les commandes, ce qui permettra ensuite de trouver un repreneur. Les objectifs des salariés de GMS se rassemblent devant Bercy cet après-midi. Des représentants du constructeur automobile creusois seront reçus par le ministre de l'économie. Une nouvelle attaque à Kaboul pendant ce mois de Ramadan. Il s'agit cette fois d'un attentat suicide contre une mosquée chiite de la capitale afghane. Bilan, au moins 4 morts et 8 blessés. Et puis cet accord hier soir entre la zone euro et le Fonds monétaire international. 8,5 milliards d'euros pour la Grèce. Une solution à court terme pour éviter une crise cet été. France Info. C'est Luc Carvounas qui est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Question, Jean-Michel Apathy. Luc Carvounas, porte-parole de la campagne du Parti Socialiste. Vous avez dit que quand ça se produit dans une circonscription, entre un candidat de la République En Marche et un candidat de la France Insoumise, vous voteriez plutôt pour un candidat de la France Insoumise. Benoît Hamon a fait le même choix que vous à propos d'Evry ou Manuel Valls, qui n'est pas investi par la République En Marche, mais qui ne l'est pas non plus d'ailleurs, par le Parti Socialiste, est confronté à un candidat de la France Insoumise. On écoute Benoît Hamon. Vous apportez votre soutien à Manuel Valls ou à la candidate de la France Insoumise ? La France Insoumise, sans hésiter. Non, parce que c'est une candidate de gauche et que je pense que Valls est aujourd'hui sur un projet politique qui s'est éloigné de la gauche. Vous souhaitez la défaite de Manuel Valls, dont vous avez été longtemps compagnon de route. Question. Donc, comme vous êtes un observateur aguerri, vous avez très bien vu que ce que j'avais exprimé, c'est quand un candidat soutenu par Édouard Philippe et un candidat soutenu par Jean-Luc Mélenchon, lequel je choisis le candidat
soutenu par Jean-Luc Mélenchon parce que c'est un candidat de gauche. Bon, à ce que je sache, d'abord, Manuel Valls n'est pas soutenu par Édouard Philippe. Deux, vous recommencez à couper les choses en non, deux, Manuel Valls. Vous venez de replonger. Là. Non, mais en fait, en fait, c'est pas mon sujet. En fait, je suis pas électeur de la première circonscription. Répondez-nous et puis on passe à autre chose. Non, j'ai décidé de ne plus répondre sur Manuel Valls. Bon. Voilà, c'est tout. Voilà. Vous êtes fâché. Non, je n'ai plus à répondre avec quelqu'un qui a changé de route, qui a décidé de quitter ma famille politique. Mais moi, je souhaite rien, ça me regarde plus. Ah, là, vous redevenez un peu langue de bois, je suis désolé. Vous avez écoutez, le droit, quand on a passé 8 ans aux côtés de quelqu'un, on a le droit aussi d'avoir envie de ne plus commenter. Alors, quel point commun vous avez avec Jean-Luc Mélenchon? Retraite à 60 ans, augmentation du SMIC, sortie de l'euro éventuellement. Je vais vous le dire. Vraiment, référendum révocatoire. Un social-démocrate comme vous, avec Jean-Luc Mélenchon, 0 point commun. Alors, je vais vous dire le point commun que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que lui comme moi, si nous sommes demain députés de gauche à l'Assemblée nationale, je ne voterai pas la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe. Pourquoi? Ça, c'est négatif, d'accord? Pourquoi? Parce que la première mesure fiscale... Parce qu'il faut quand même, je veux bien qu'on parle jamais des projets depuis cette élection présidentielle. La première mesure fiscale de ce gouvernement de droite d'Édouard Philippe, c'est de détricoter l'impôt sur les grandes fortunes pour les plus riches. Et la seconde mesure fiscale, laissez-moi terminer s'il vous plaît, oui, mais je vais vous expliquer. La deuxième mesure fiscale, c'est d'augmenter la CSG. J'ai fait un petit calcul. Un cadre qui touche 5 000 euros par mois va gagner en pouvoir d'achat à peu près 900 euros de plus par an. Un retraité qui touche 2 000 euros par mois de retraite va se voir pénalisé par an de 400 euros. C'est ça la réalité. Donc moi, si vous considérez que tout cela est normal, l'histoire de la taxe d'habitation, mais qu'est-ce qui va se passer pour les maires qui vont se faire asphyxier? Alors, je suis très à l'aise, ça fait 5 ans que je ne monte pas la taxe d'habitation chez moi, donc ça ne me concerne pas. Mais les autres qui ont un potentiel fiscal différent, ils vont augmenter la taxe foncière. Et ils vont pénaliser les petits propriétaires qui ont travaillé toute leur vie. À un moment donné, quand je dis qu'on va rentrer dans le dur, c'est de rentrer sur des sujets concrets. Les petites retraites dont vous parlez ne seront pas touchés par la hausse de la CSG. Oui, mais il y a 8 millions de retraités qui nous écoutent peut-être et qui nous regardent, qui vont se voir ils sont 8 millions pénalisés par l'augmentation de la CSG sur le pouvoir d'achat à minima 300 euros et 5 millions de fonctionnaires. Donc le Carvounas, on comprend ce qui vous réunit moi, je vais me battre pour le pouvoir d'achat des Français. Non, excusez-moi. On comprend ce qui vous réunit de manière négative à la France insoumise. Qu'est-ce qui vous réunit de manière positive? Ce qui nous réunit de manière positive, c'est que nous sommes de gauche. Si on raconte des choses très différentes. Écoutez, vous croyez qu'entre Georges Marchais et François Mitterrand, ils se racontaient pas des choses très très différentes? Ça leur a pas empêché à un moment donné de se réunir autour d'une même table? La comparaison est bonne pour vous là. Oui, puis l'un voulait plumer l'autre, en sachant qu'ils n'avaient aucun point commun, ce qui a amené François Mitterrand, puisqu'on fait un point d'histoire, à raconter à peu près n'importe quoi pendant sa campagne électorale victorieuse. Mais pourquoi vous me posez cette question de qu'est-ce qui nous rassemble, alors que ce qui nous rassemble, le socle commun, c'est que nous sommes de gauche? Et cette question, vous ne vous la posez pas dans cette alliance de la carpe et du lapin qui est le macronisme, entre le MoDem, LR, le PS, où le seul socle commun de tous ces gens-là, je vais vous le dire, c'était de prendre le pouvoir. Et ça, c'est une ligne politique. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes pour la retraite à 60 ans, par exemple? Bien sûr. Et je suis pour que... pour revenir à la retraite à 60 ans. Mais je suis pour que le compte pénibilité soit toujours de mise. Je suis pour que les métiers pénibles soient pris en compte et pas pour qu'on nous annonce demain la retraite à 65 ans, ce qui veut dire que ceux qui nous regardent ne partiront pas à la retraite avant 70 ans. C'est dur avec Valls. En même temps, pardonnez-moi, je trouve un petit peu baroque qu'il y ait subitement une alliance naturelle entre le PS et les mélenchonistes. Pourquoi cette alliance n'a pas été aussi évidente au moment des présidentielles? Ça aurait été tellement différent. C'est pas faute d'avoir essayé. En même temps, c'était raté. Je peux pas faire un procès d'intention alors qu'on n'a pas arrêté de tendre la main à tout le monde. Après une élection présidentielle, chacun par souci à couleur, c'est pas faux que le Parti socialiste ait cherché à rassembler. Écoutez, nos villes, nos territoires, nos départements, nos régions, on les dirige bien avec toute la gauche. Et demain, si je suis élu député, je lancerai un appel à tous les députés de gauche pour que nous siégions dans un intergroupe. Ce que nous faisons dans les territoires, pourquoi nous ne le ferions pas, nous, la gauche française, au niveau de l'Assemblée nationale? Après, oui, il y a des différences. D'accord, il y a des différences. Mais c'est aussi dans ce dialogue-là qu'on doit pouvoir avancer. Vous êtes reparti dans une tambouille politicienne. Hein. Peu importe, excusez-moi, je vais juste essayer de préciser mon idée. Peu importe les gouffres qui nous séparent. Voilà. Les gouffres, parce qu'avec Jean-Luc Mélenchon, c'est un gouffre. Non, mais c'est sûr, dans la République en marche. Européen. Quel rapport, quel point commun vous avez avec Jean-Luc Mélenchon? Peu importe. Et on le verra en 2019 à l'élection européenne. Peu importe, donc peu importe les gouffres
qui nous séparent, on est avec eux. Bon, je reviens à ce que je vous ai dit. C'est sûr, il n'y a aucun gouffre dans tous ces gens qui se sont... Arrêtez de répondre sur les autres. Non, mais parce que vous cherchez un procès d'intention sur la gauche française. Moi, vous me dites on essaie de comprendre. Moi, vous me dites en gros, vous me reprochez la sincérité des acteurs politiques. Vous me reprochez ce qui est l'ADN de la gauche et l'ADN de ma vie et de mon engagement politique. J'ai toujours fait l'union de la gauche dans ma ville, dans mon département, à la sénatoriale. J'étais directeur de campagne de Claude Barthelone. J'ai fusionné toutes les listes pour que nous essayions de gagner. C'est mon moteur. Donc, me reprochez pas ce qui est l'engagement de 20 ans de ma vie. Alors, dans la reconstruction, faisons de la science-fiction. Dans la reconstruction de la... qui sonne, je sais pas lequel, c'est peut-être le vôtre, c'est le vôtre. C'est le mien, c'est le mien. Alors Gilles, voilà, on il le ne sonnera plus. Voilà, très bien. Dans la reconstruction de la gauche, faisons de la science-fiction, vous seriez prêt à siéger dans un gouvernement avec des gens de la France insoumise? Moi, écoutez, moi je suis pas dans la science-fiction. Ça ne vous aura pas échappé qu'on est au moins dans l'opposition pour 5 ans, que je me bats pour être une voix forte de gauche à l'Assemblée nationale dimanche soir. Il faudra qu'on travaille. Il faudra qu'on apprenne à retrouver le chemin du dialogue. Il va falloir qu'on s'assoie sur ces compétences qui existent. Il y a du boulot. Bien sûr qu'il y a du boulot, puisque vu ce qu'on nous annonce, je vais pas vous dire non, il n'y a pas de boulot. Et à 46 ans, je vais vous dire quoi? Je baisse les bras et j'arrête? Non. Mon engagement, encore une fois, c'est un engagement collectif, c'est un engagement pour la France. Eh bien moi, si je suis demain cette voix à l'Assemblée nationale, je mettrai tout en œuvre, toute mon énergie pour rassembler un maximum de sensibilité pour que la gauche française se reconstruise. On peut trouver ça baroque, mais c'est encore une fois 20 ans de mon engagement politique. Non, pas baroque. On essayait juste de voir si ce que vous nous disiez en première partie de cette interview pouvait être appliqué durablement, c'est-à-dire être sincère, ne pas être trop dans le calcul. Vous ne me trouvez pas sincère là dans ce que je vous dis? Je pense que l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon et son programme doit vous poser davantage de problèmes que vous ne voulez le concéder au micro. En posant la question, vous voulez déjà entendre la réponse. Si vous trouvez dans mes propos pas de sincérité, alors excusez-moi, je ne sais pas à quel moment je serai sincère dans ma vie. Eh bien voilà. Nous pouvons peut-être, Fabienne, faire une petite pause. Allez, faisons ça pour 1 minute. Il est 8h50 sur France Info et Victor Maté là. La fin de la garde à vue ce matin du grand-oncle et de la grande-tante de Grégory Villemain. Le mystère sur la mort de l'enfant dure maintenant depuis plus de 30 ans. Le couple va être présenté à un juge en vue d'une possible mise en examen. La ministre de la Santé relance le débat sur la vaccination obligatoire. Pas moins de 11 vaccins infantiles sur une durée limitée pourraient être proposés par Agnès Buzyn, qui met en avant des récents cas mortels de méningite ou de rougeole. C'est un entretien au journal Le Parisien. À Paris et partout en France, vers un raz-de-marée de la République En Marche dimanche pour le second tour des législatives. Une large majorité mal vue par 6 Français sur 10. Enquête Odoxa pour France Info qui table aussi sur une nouvelle abstention record à 53%. C'est encore plus donc qu'au premier tour. Et puis un record ce matin pour Toyota, celui du tour de piste le plus rapide de l'histoire des 24 heures du Mans. L'écurie japonaise partira demain en pole position. France Info. Le Carbonat, c'est l'invité politique de France Info ce matin. Et la question, c'est Gilles Bernstein. Absolument. Est-ce que vous en voulez aussi à François Hollande pour le quinquennat qui vient de s'écouler? Beaucoup l'étrient à l'image de Jean Glavany, député pendant 24 ans dans les Hautes-Pyrénées, me semble-t-il, et très sévèrement battu dimanche dernier. On écoute Jean Glavany sur France Inter. On a manqué d'un chef d'État, d'un homme d'État qui soit le chef d'État, avec de l'autorité naturelle, avec le sens de la décision, de la cohérence, de la fermeté. Il n'y a pas eu d'incarnation de la République au plus haut niveau de l'État. Sur l'incarnation, il n'y a pas grand-chose à dire en reproche à Emmanuel Macron depuis le début. Sur l'incarnation, je pense qu'il a plus incarné la République en un mois que Hollande en 5 ans. C'est dur ça. Des propos très durs. Vous les partagez? Emmanuel Macron a plus incarné la République en un mois que François Hollande. Je vais vous dire, alors pour le coup, vous dire encore, je fais la langue de bois. Oui, on va le dire. Mais vis-à-vis de nos institutions, je critiquerai jamais un président de la République parce que c'est le chef de l'État. Il a été chef de l'État. Après, si la question c'est est-ce que j'en veux à la génération de François Hollande avec François Hollande, celle qui a. La question c'est ce que vous en voulez à François Hollande. Celle qui était déjà au pouvoir en 81. Celle qui est revenue au pouvoir en 97, celle que j'ai accompagnée pour prendre le pouvoir en 2012, et cette même génération, dont Madame Ségolène Royal, qui... ça vous embête pas de taper sur Ségolène Royal? Elle a rien fait, mais sur François. Non, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer ma démonstration. Allez-y, monsieur Carbonat. Donc, si Ségolène Royal appelle à voter désormais pour la candidate
ou le candidat de la Contre République en marche Delphine contre Batho. Delphine Batho, je trouve pas ça très classe vis-à-vis d'un parti socialiste qui vous a tout donné. Alors ça peut faire rire, hein. Non. Non, ça Mais peut non. faire, non, mais ça peut faire Non, rire. non, excusez-moi. Non, Non, mais ça peut vous ne faire pouvez rire pas- et être un vous ne peu pouvez dans le pas- mépris. Vous ne pouvez pas Mais si dire- vous voulez que je vous dise, est-ce que j'en veux à François Hollande, l'homme qui n'a pas su empêcher ce qui est en train de se passer? Évidemment, on me disait que c'était un grand stratège. On me disait que tout le monde était extrêmement intelligent là-haut à l'Élysée, à Matignon et à Solferino. Et un collaborateur avec 260 000 clics a pris le pouvoir. Et dans quel état aujourd'hui est ma famille politique? Vous voulez une vraie réponse? Je vous la donne, la vraie réponse. Ah, c'est un peu et moi, plus- ça me fait pas rire du tout. Comment Non, vous- mais- non, mais enfin, vous Un pouvez- collaborateur avec 260 000 clics, ce que vous dites ne correspond pas à la réalité. C'est Et pas 1 ça qui s'est million de voix. passé. Il y a des voix, il y a des Mais électeurs, alors il y a des élections. alors pourquoi, s'il y a tellement d'appétence, pourquoi ils sont même pas capables, avec leurs militants, de tenir nos bureaux de vote dans nos villes? Où ils sont, les gens de la République en marche? Ils sont virtuels ou ils existent réellement? Ils existent dans les urnes. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Non, dites-nous. 13,8% des Français, des électeurs français, ont choisi la République en marche dimanche dernier. 13,8%. Des inscrits. Voilà. Il y a un problème La de réalité- légitimité. Non, la démocratie, je l'ai déjà dit. C'est pas un problème de légitimité. C'est que dans l'hémicycle demain, il n'y aura pas l'expression politique du pluralisme des Français. Et donc cela m'inquiète. Cela m'inquiète par rapport à ce que l'on a dit sur NKM, sur cette défiance et cette violence qu'il y a à l'égard du politique. Où tout cela va être canalisé, si ça peut pas être canalisé dans le débat Mais démocratique vous à dites plus l'Assemblée que ça, vous nationale. dites c'est des clics, c'est du vent, donc c'est rien en fait. Ça Ce que n'existe j'entends pas. là, ça n'existe pas. Bah, Ils sont pas là, ils n'existent pas, ce sont mais des gens qu'on virtuels. clique, c'est tout ça Mais c'est... jugez sur les faits. Mais moi, je juge sur les faits. Preuve est qu'ils sont incapables de tenir les bureaux de vote. Quand on regarde, puisque ce sont des 2.0, des militants 2.0, les candidats, ils sont peu retweetés. Alors certes, il y a un électorat de droite traditionnel, il y a un électorat de gauche traditionnel socialiste qui est allé voter dans ce que j'expliquais entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. J'en ai marre, je tente autre chose. Mais la réalité, elle est là. Est-ce qu'il y a une appétence pour la République en marche? Moi, je vous dis que non. Et je le vis au quotidien. Ils peuvent demain... C'est la démocratie. Gagner avec 10 personnes en un mois et demi. Est-ce que ça donne une base solide? Je ne le pense pas. On a le droit de dire que je suis à côté de la plaque, mais je crois que c'est la réalité. Mais du coup, il y a une appétence pour quoi, pardon Jean-Michel? Si c'est pas une appétence pour la République en marche et que vous avez perdu, vous, au Parti Socialiste, beaucoup de vos candidats, que la droite a perdu Mais il y a une aussi beaucoup de appétence ses pour une candidats, il y a aventure appétence pour quoi? nouvelle. Il y a une appétence, mais une appétence sur... Écoutez, vous savez, dans la vie politique, il y a les époques et il y a les périodes. Les époques, elles changent la société. Les périodes, elles sont factuelles. On est dans une période. Mais est-ce que... Ça, ce que vous nous pourrez sommes- le dire à la fin de l'époque. Il est trop Est-ce tôt que pour nous le sommes dire. en train de vivre le bouleversement de la vie politique française? Moi, je vous dis non. Est-ce que je crois au clivage gauche-droite? Je vous dis oui. Donc vous dites, on va patienter pendant 5 ans et cette mode va passer. C'est Ah ça non, que je ne vais pas j'entends patienter entre- pendant 5 ans. Vous avez remarqué Enfin, que je veux dire, avant ici de se sur ce faire plateau, élire. moi, je me bats Avant de se comme faire élire. un fou Ok. pour convaincre, même si ça fait marrer certains. Mais en tous les cas, moi, j'ai envie de continuer à me battre. Voilà. S'il y a des manifestations de rue, quand la réforme du Code du travail sera présentée à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous y participerez ou à défaut vous encouragerez les gens à manifester? En tous les cas, moi, je vais essayer surtout d'apaiser les choses. Voilà. Moi, je pense que défiler, c'est un droit. Hein. Enfin, on n'empêchera pas les syndicats d'organiser des défilés. Il faudra alors que ces syndicats les organisent comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs, avec en essayant de les contenir. Mais je souhaite, puisqu'on nous explique qu'on est dans le dialogue avec les syndicats, qu'on organise 48 réunions pour empêcher tout cela, mais preuve est quand même qu'il y a un texte qui se prépare, qui correspondra pas aux attentes de nos concitoyens. Soyons concrets. Si vous dites... Le texte qui se prépare, c'est la fin des 35 heures. Le texte qui se prépare, c'est de permettre à des chefs d'entreprise de critériser eux-mêmes dans leur boîte les licenciements. Non, ça a été démenti par la Oui, ministre. merci. Bah, on verra ça. On verra ça. On verra ça. Mais en tout cas, si vous dites que l'Assemblée nationale a une... Parce que vous ne le dites pas explicitement, mais si vous suggérez que l'Assemblée nationale a une légitimité faible, vous encouragez la manifestation d'une autre forme de légitimité ailleurs qu'à l'Assemblée nationale. Jean-Michel Apathy, je vous ai jamais connu comme ça. C'est la première fois que je vous entends. Alors ça tombe sur moi, tant pis. Il fallait bien que ça arrive sur quelqu'un. Il fallait bien que ça arrive sur quelqu'un. Mais je vois pas ce que vous voulez dire. Je vous explique depuis le début de cette émission que moi je crois en la démocratie et dans le vote. Donc ne me dites pas que je trouve illégitime les choses et que j'attends que la rue fasse de la violence. C'est exactement le contraire que je suis en train d'expliquer. Donc je veux bien qu'on soit très au fond du trou, les socialistes, mais ce serait bien aussi qu'on nous écoute un peu. Hein. Quand on fait de la politique, il faut tout savoir faire.
une vidéo sur laquelle vous connaît un certain succès. Et donc, on va la diffuser pour les auditeurs je l'avais jamais vu. de France Info. Non, vous êtes très bien. Luc Carmonas danse le Dombolo. Il faut décrire. C'est une danse africaine et vous êtes absolument parfait. Il n'y en a pas un autour de cette table qui serait capable de danser. Alors là, nous sommes admiratifs. Je savais que j'allais prendre cher ce matin. Non, mais c'est le contraire. À ce point-là. Honnêtement, Alors, je vais vous dire, bravo. je suis dans le quartier Chantraine, le quartier de ma naissance. Je suis avec des gens que j'aime et ils sont venus, j'étais avec des mamans. Ils sont venus me chercher pour faire une danse, c'est quelques pas de quelques secondes. Bon voilà, j'ai pas hésité un instant, mais je m'attendais pas à la viralité de la vidéo. C'est parce que vous êtes parfait. Voilà, merci. Il y a aussi des moments sympathiques. Si je suis parfait, pour la danse. Il y a aussi des moments sympathiques dans la politique. Et merci Luc Carmonas d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous. Bon week-end à lundi.